Le meilleur moyen d'investir, c'est de commencer par ce qu'on connaît. Cette phrase très célèbre et que vous avez sûrement déjà entendue, c'est Peter Lynch qui l'a dite. Et croyez-moi, elle m'a trotté dans la tête au moment le plus inattendu. Il y a quelques jours, j'ai pris le départ du marathon de Paris. J'étais sur la ligne de départ, il y avait l'excitation, les jambes qui frétillent, la foule, les encouragements. Et là, alors que j'essaye de me reconcentrer, de me recentrer, mon regard se fixe sur un seul détail. Du vert, absolument partout. Des bannières, des dossards, les arches, et toujours à chaque fois ce nom qui revient, Schneider Electric. Partenaires du marathon depuis 2013, leur présence est tout simplement impossible à ignorer, surtout au moment du marathon. Et c'est là, et bon, je vous l'accorde, j'aurais pu me poser une autre question au moment de prendre les départs, mais que je me suis posé une question, est-ce que cette entreprise qu'on voit sans vraiment la regarder, est-ce qu'en fait c'est une opportunité d'investissement ou pas? Parce que en courant, finalement, j'avais besoin d'énergie. Celle de mes muscles, mais aussi celle invisible qui alimente notre monde finalement. Et c'est tout simplement l'électricité. Et sans elle, pas de chrono, pas de capteur, pas de retransmission, même pas de ligne d'arrivée gonflable. Eh bien, c'est un peu pareil en investissement. L'électricité, on y pense peu, mais elle est un peu partout autour de nous. Et les entreprises qui l'organisent, la distribuent, l'optimisent, sont parfois tout simplement sous notre nez. Parce que l'investissement, ce n'est pas forcément commencé par les big tech américaines ou les entreprises exotiques, c'est parfois simplement apprendre à lever les yeux et à regarder autour de nous. Bonjour, c'est Sébastien, conseiller en investissement financier, chef des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis pour les intimes. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre série sur l'analyse des boîtes du CAC 40. Petit disclaimer et petit rappel, le contenu de cette chaîne est vraiment à vocation pédagogique et informatif. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée au sens de la réglementation applicable. Chaque investisseur est invité à évaluer la pertinence des informations partagées en fonction de sa situation personnelle. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et vous le savez, investir comporte des risques. Aujourd'hui, je vous propose donc d'étudier Schneider Electric, une entreprise dont on entend parler sans vraiment connaître. Pourtant, et vous allez découvrir, c'est une entreprise qui a plus de 185 ans d'histoire, qui a survécu à 2 guerres mondiales et qui s'est métamorphosée en géant de l'efficacité énergétique et qui aujourd'hui équipe le monde entier. Et donc, tout simplement, on va voir aujourd'hui, est-elle toujours aussi innovante qu'on le dit? Est-ce que cette entreprise prospère, surtout? Mais encore plus, vaut-elle le coup d'être dans votre portefeuille, que ce soit un portefeuille long ou court terme? Eh bien, on va décortiquer son histoire, ses virages stratégiques, ses chiffres clés, ses concurrents, et ce que le marché finalement pense vraiment de sa valorisation. Pour rappel, cette analyse se fait principalement via notre screener VIS. Donc, c'est un logiciel connu pour dénicher des pépites sous-valorisées par le marché, mais aussi pour être un gain de temps dans l'analyse d'actions, tout en étant accessible au plus grand nombre et à tous les investisseurs. Imaginez maintenant, nous sommes en 1836 en Bourgogne. Deux frères, deux visionnaires, Adolphe et Joseph Eugène Schneider. Ils n'ont pas encore 30 ans lorsqu'ils posent les pieds dans une fonderie vieillissante au Creusot. Mais là où les autres voient une usine rouillée, délabrée, eux voient une nation à reconstruire. Du fer, de l'acier, des machines. L'ère industrielle tout entière s'ouvre et eux seront en première ligne. Ce pari audacieux va poser la première pierre d'un empire industriel français et c'est très important à comprendre. Très tôt, Schneider perçoit un nouveau courant, au sens propre si je puis dire. Dès 1881, elle participe à la toute première exposition internationale de l'électricité à Paris. À l'époque, il faut savoir que l'électricité n'est encore qu'un pari. Mais pour Schneider, c'est déjà une conviction très forte. Au fil des décennies, l'entreprise délaisse peu à peu l'industrie lourde pour s'orienter vers les équipements électro-électroniques. En 1929, elle fonde Schneider Westinghouse, un partenariat stratégique qui prépare la suite. Mais le tumulte du XXe siècle. La guerre secoue l'Europe, mais Schneider, elle, reste debout. En 1945, l'entreprise abandonne les armes pour bâtir l'avenir. Infrastructures, équipements électriques, redresseurs de puissance sous licence américaine, l'Europe tout entière se reconstruit et Schneider, elle, se réinvente. Pont électrique, équipements urbains, réseau de distribution, le groupe véritablement devient un acteur central de la reconstruction européenne. C'est aussi le début des grands chantiers d'électrification de l'époque. Mais ensuite, comment s'est-elle transformée? Eh bien, ce sont les années 80 et 90 qui marquent un virage véritablement décisif.
Schneider va se métamorphoser. Elle ne fabrique plus seulement des produits, elle construit un écosystème tout entier. Télémécanique, Square-D, Merlin-Guérin, Modicon. Des noms qui sonnent comme une épopée industrielle. Et en les intégrant, Schneider devient un champion mondial de la distribution électrique et des automatismes. En 1999, un symbole fort. Schneider Co devient Schneider Electric. L'énergie n'est plus brute, elle est intelligente, maîtrisée et distribuée. Mais alors, quel est véritablement le business d'aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, Schneider Electric, c'est une puissance industrielle française, mais au service du monde entier. Elle a plus de 150 000 collaborateurs présents sur 5 continents avec une seule mission, rendre l'énergie plus intelligente, plus efficace et surtout plus durable. Deux piliers structurent l'ensemble de ces activités. Premièrement, nous avons la gestion de l'énergie. C'est l'ADN du groupe et près de 80% de son chiffre d'affaires. Schneider est d'ailleurs le numéro 1 mondial sur ce segment. Et c'est véritablement, on l'a vu, le cœur historique du groupe. Schneider est le leader mondial dans ce domaine et concrètement, il équipe les bâtiments, les centres de données, les hôpitaux, les métros, les usines, avec tout ce qui touche à l'électricité. Des prises murales aux disjoncteurs intelligents, des transformateurs géants aux systèmes de sécurité électrique, des bâtiments classiques aux infrastructures qui sont ultra connectées. Et surtout, eh bien, tout est pensé pour consommer moins, mieux et plus propre. C'est déjà, on va dire, une bonne indication de la gestion d'entreprise. Et grâce à cette technologie, la nouvelle écostructure, Schneider permet à des milliers d'entreprises de piloter leur consommation en temps réel, de réduire leurs factures et de diminuer leur impact carbone. Dans un monde où la transformation écologique est importante, mais également où les coûts augmentent, c'est d'autant plus audacieux. Et c'est là que Schneider va faire la différence. Il ne vend pas que du matériel, il vend véritablement une promesse d'efficacité énergétique. Les automatismes industriels, c'est le deuxième grand pilier du groupe et qui représente environ 20% des ventes. Schneider va équiper les usines du futur grâce à des technologies de pointe, automates programmables, capteurs, contacteurs intelligents, logiciels industriels et d'outils d'analyse, solutions pour la robotique et le mouvement des machines. Toutes ces technologies sont véritablement utilisées dans de nombreux secteurs industriels, allant de l'agroalimentaire à la chimie, en passant par l'automobile ou la pharmacie. Et derrière ce groupe, eh bien, c'est un portefeuille de marques solides, parfois centenaires. APC pour les data centers, Aveva pour les logiciels industriels, Clipsal en Asie, Square-D en Amérique. C'est un portefeuille très étoffé et surtout, c'est une diversification qui est forte, même au niveau de ses marques. En 2024, elle est même reconnue comme l'entreprise la plus durable au monde. Et quand on y pense, c'est pas juste une entreprise qui a traversé 2 siècles. C'est finalement une saga de transformation, celle d'une fonderie devenu leader mondial, d'un acteur local devenu pionnier du numérique, d'un fabricant devenu architecte véritablement de l'efficacité énergétique de nos jours. Mais, vous le savez, une grande histoire ne suffit pas à faire une grande entreprise. Derrière les datas, les noms et les révolutions industrielles, une autre réalité se dessine, celle des chiffres, des marges, des croissances et des segments stratégiques que je vous propose qu'on analyse ensemble dès maintenant. On se retrouve maintenant sur le logiciel VIS pour étudier tout simplement si l'entreprise est de qualité ou non, de manière simple, rapide, mais également détaillée. La première partie sur laquelle nous allons nous attarder, c'est la partie de la croissance, qui n'est surtout pas à négliger dans ce genre d'industrie. Que remarque-t-on? Et vous avez l'habitude, on étudie toujours sur une période de 5 ans pour éviter les effets macroéconomiques liés aux fluctuations. On regarde et puis, qu'est-ce qu'on constate? Le chiffre d'affaires déjà plus 7%, 7% par an. Mais ce qui est encore mieux et ce que moi je note personnellement, c'est les résultats nets qui, lui, a augmenté de 12,1% par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vendent plus, mais surtout, ils gagnent beaucoup plus sur chaque vente. Et on le voit d'ailleurs, l'évolution sur chaque segment. Cette croissance, il faut bien savoir qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle s'appuie sur une lame de fond. L'explosion des besoins en énergie et en automatisation, comme les data centers, le cloud, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle maintenant, mais tout cet écosystème-là, ça consomme énormément en termes d'électricité. Et devinez qui fournit les outils pour mieux la gérer? Je vous le donne en mille, Schneider. Que ce soit pour rendre les bâtiments plus intelligents, optimiser les usines ou encore sécuriser les systèmes critiques, Schneider est vraiment partout.
et pas que sur le marathon. Et leur force, c'est qu'ils se contentent pas de vendre seulement des interrupteurs, ils vendent aussi du cerveau. Et c'est grâce au Digital Flywheel, un concept qui est d'ailleurs présent dans le rapport annuel que je vous invite à chaque fois à lire quand vous étudiez, quand vous analysez une action. Eh bien, ce Digital Flywheel, c'est un concept simple mais puissant. Chaque client qui installe un matériel Schneider peut se connecter à une plateforme digitale appelée EcoStructure. Il envoie en fait ses données, surveille sa consommation, optimise ses coûts et devient encore plus accro justement à cet écosystème Schneider. Le client est totalement intégré, on va dire, dans la gestion de son électricité, mais également dans l'économie de celui-ci. Et en plus, il utilise les logiciels. Plus il génère de données, qui améliorent les services, qui fidélisent encore plus, qui font acheter encore plus de matériel. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est ça le flywheel, une roue qui s'auto-alimente. Encore plus avec l'acquisition, je vous en ai parlé au début, du géant Aveva, Schneider, il est passé à la vitesse supérieure dans le domaine du digital. En 2024, les revenus récurrents annuels, donc l'ARR, ont augmenté de plus de 15% quand vous allez voir dans les rapports annuels. Et l'ARR, qu'est-ce que c'est? C'est comme si au lieu de vendre un logiciel une fois, on vous le louait tout simplement tous les mois. Résultat, mais des revenus plus stables, plus prévisibles et donc plus valorisés par les marchés. Et ce qui est intéressant avec Schneider, c'est que cette croissance ne se fait pas au détriment de la rentabilité ou de la génération du cash. Vous le voyez ici, le cash flow libre progresse aussi de 6,1% par an. Et je vous le rappelle, c'est l'électricité, l'énergie pour investir dans l'avenir, ou alors rémunérer ses actionnaires. Maintenant, on va s'attarder sur la rentabilité, la profitabilité de l'entreprise. Ce qui est indéniable, c'est qu'une entreprise peut croître, certes, on l'a vu, elle a une grosse croissance, mais pourtant ne rien gagner. Et ce qui nous intéresse véritablement, c'est savoir si l'entreprise est rentable ou non. Et pour ça, il y a une première étape non négligeable à chaque fois qu'on analyse une entreprise, c'est analyser ses marges. Pourquoi c'est important d'analyser les marges? Et là, je vais m'attarder un peu dessus. Parce que une bonne marge, c'est comme si c'était une armure contre l'inflation. Si les coûts augmentent, mais que vous pouvez augmenter vos prix sans perdre vos clients, vous avez un pouvoir rare qui s'appelle le pricing power. Et Schneider Electric, il l'a. Quand on regarde ses marges brutes, bon, déjà on voit une moyenne de 40,2% sur 5 ans, ce qui est positif, et on voit que cette marge brute augmente au fil du temps. Idem pour la marge d'exploitation et pour la marge nette, qui a légèrement baissé de 2023 à 2024, mais pour le moment, je vois rien d'alarmant, je vois même une croissance qui est plutôt une croissance des marges qui est plutôt stable. J'ai regardé et quand on va chercher sur les données de l'industrie, eh bien la marge brute, elle est au-dessus de la moyenne. La marge d'exploitation également, puisque celle du secteur est seulement de 6,7%, quand celle de Schneider sur 5 ans est de 16%. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que même en vendant dans un monde plus cher, Schneider va continuer à générer du bénéfice. Et la vraie question, c'est se poser, et c'est là où vous devez creuser, pourquoi les clients ne vont-ils pas chez un concurrent moins cher? Pourquoi? Eh bien, premièrement, la qualité. Quand vous gérez des infrastructures critiques, comme un data center ou une usine, vous prenez pas de risque. Deuxièmement, l'effet de l'écosystème. En fait, on l'a vu grâce justement à ces plateformes comme EcoStructure ou Connect, les clients, ils deviennent branchés à Schneider. Ils ont des outils qui centralisent toutes leurs données, optimisent leur consommation d'énergie et peuvent discuter entre eux. Et une fois que vous êtes dans cet écosystème, mais c'est assez difficile d'en sortir. Et en fait, Schneider ne joue pas dans un secteur facile d'accès. Les barrières à l'entrée sont tout à fait énormes. Complexité technique, normes de sécurité, réputation, distribution mondiale. Il faut des années et des années pour construire ce genre d'empire. On voit que Schneider, c'est depuis les années 1830 qu'ils font ce genre de business. Et en fait, ça leur donne tout simplement un avantage qui est structurel. Et quand on combine en fait un peu tout ça, la qualité, l'écosystème, la solidité industrielle, on comprend pourquoi Schneider peut imposer ses prix et donc pourquoi ses marges restent élevées, stables et peu cycliques dans un domaine qui pourrait être cyclique puisque les prix de l'électricité augmentent. Mais toutefois, il y a quand même quelques risques qu'il faut prendre en compte. Sur le papier, bon, tout brille. Schneider affiche une rentabilité robuste, des marges élevées, un pouvoir de fixation des prix que bien des concurrents lui envient. En fait, c'est une vraie success story industrielle. Mais, comme vous le savez, plus une entreprise est puissante, plus elle attire les regards. Car même les machines les mieux huilées peuvent se gripper. En fait, une partie non négligeable de l'activité Schneider dépend du secteur de la construction. Immeubles, résidentiels, bureaux, hôtels, hôpitaux connectés. Et ce secteur-là, il est ultra sensible au taux d'intérêt. Et quand les taux montent, les crédits immobiliers coûtent plus cher.
Quel est le résultat derrière? Eh bien, moins de projets, moins d'investissements et donc moins de commandes pour les équipements Schneider. C'est un effet qui est totalement domino et en fait, une simple hausse de taux peut ralentir des pans entiers du marché. Et Schneider, même avec toute sa technologie avancée, n'est pas forcément immunisé contre ce risque. Les logiciels industriels, c'est aujourd'hui un des marchés les plus disputés. Il y a Siemens, Rockwell, ABB, tous veulent devenir le Microsoft de l'usine. Et même si Schneider a une très belle carte jouée avec sa plateforme EcoStruxure et ses revenus récurrents qui sont en forte croissance, eh bien, ils ne sont pas leaders de ce segment-là. Le risque, c'est voir la pression concurrentielle rogner leur part de marché ou les forcer à investir toujours plus pour rester dans la concurrence. Et ça, cet investissement, pour l'instant, on doit l'atténuer, puisque la part des CAPEX, donc qui sont les dépenses d'investissement dans les résultats nets, ne représente que 30,7%, ce qui n'est pas élevé, surtout dans un secteur aussi industriel et un secteur de la technologie. Et en plus, on voit que cette part des CAPEX dans les résultats nets a tendance à baisser depuis de l'année 2023 à 2024, à baisser drastiquement pour atteindre quasiment 20%. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise a potentiellement un avantage concurrentiel, d'ailleurs, un pricing power, puisqu'elle n'est pas tout le temps elle n'est pas tout le temps obligée d'investir plus pour rester dans la course. Maintenant que ça s'est fait, on peut aussi parler d'Aveva. Son acquisition, elle s'est faite à un prix qui a été très élevé, 40% au-dessus de son cours de bourse, c'est ce qui est noté dans le dernier rapport annuel. C'est une prime impressionnante, certes, mais qui pose question. Est-ce que les bénéfices futurs, justement, justifieront ce prix? Peut-on absorber justement ce coût sans affaiblir forcément la rentabilité globale du groupe? C'est un pari stratégique qui peut être génial ou alors devenir un véritable fardeau pour l'entreprise. Donc Schneider a les reins solides, mais plusieurs acquisitions chères dans un contexte économique actuel qui est tendu, ça peut peser. Et enfin, il y a un dernier risque qui ne se contrôle pas vraiment, mais c'est les crises géopolitiques. La guerre en Ukraine, les tensions en Asie, les restrictions sur les exportations de technologies, tout ce contexte est véritablement à analyser avant de potentiellement investir dans cette entreprise. Dernière chose maintenant, avant de passer à l'analyse du management, c'est véritablement étudier l'état de sa dette. C'est toujours une étape essentielle. Et dans le cas de Schneider, on se retrouve encore une fois sur Vice, le constat est sans appel. Pour l'instant, c'est une dette qui est bien gérée. On le voit d'ailleurs, sa quantité de dette par rapport aux capitaux propres n'est pas énorme, elle est de 50%. Moi, c'est 75% ma limite. Le DTI, donc le debt to income qui, pour rappel, est le nombre d'années de résultats nets qu'il faut à l'entreprise, pour rembourser toutes ses dettes si demain elle décide de tout réinvestir, est de 3,64. Il est inférieur à la limite de 4, c'est la limite de Benjamin Graham et Warren Buffett. Pour moi, c'est également quelque chose de positif et on voit que les charges d'intérêt dans les résultats d'exploitation ne représentent que 7,66%, qui est également en deçà de ma limite de 10%. Donc pour l'instant, c'est une entreprise qui est plutôt solvable. Et quand on voit l'évolution de sa dette, on voit que la dette à long terme également s'est réduite de 2023 à 2024 et que les capitaux propres ne cessent d'augmenter, montrant une certaine confiance envers l'avenir de l'entreprise. Et maintenant, je vous propose d'étudier le management, un point qui est essentiel. Et pour cela, on va se retrouver sur le rapport financier de Schneider Electric. Pour analyser le management, vous le savez, il faut s'attarder sur les rapports annuels. Il faut les lire, c'est une étape importante, que ce soit pour voir la vision du management, mais également pour donner quelques petites informations qui, vous allez le voir, sont très intéressantes. Derrière tous ces bilans comptables, on le sait, il y a toujours des visages. Et chez Schneider, ces visages viennent de 7 pays différents. Elles portent parfois des talons, parfois des cravates, et surtout, ces personnes prennent des décisions qui pèsent des milliards. C'est pourquoi c'est d'autant plus important. Et en 2023, c'est d'ailleurs notifié dans le rapport annuel de cette année, Schneider Electric a opéré un changement très structurant. La dissociation des rôles de président et de directeur général. Jean-Pascal Tricoire, que vous voyez à l'écran, qui cumulait les deux fonctions depuis plus de 15 ans, reste président du conseil, tandis que Peter Herweck devient directeur général. C'est une séparation des pouvoirs, certes, mais qui a du sens. Pourquoi? Parce que quand la même personne décide de tout, eh bien, il y a des risques de biais et des risques de biais très importants. Le président, lui, va définir les grandes orientations, veiller à la stratégie de long terme. Le directeur général, lui, est dans l'action. Il exécute, pilote et ajuste. Et c'est là que va rentrer en scène Peter Herweck, ce nouveau directeur général. C'est un nouveau choix qui n'a rien d'anodin. Herweck, lui, connaît le secteur. Il a travaillé chez Siemens, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, est l'un des plus grands concurrents de Schneider. Puis, il est allé chez Schneider,
et plus récemment chez Aveva, et pour rappel, c'est la pépite logicielle que Schneider a racheté il y a quelques temps. En clair, c'est un dirigeant qui maîtrise à la fois l'ancienne et la nouvelle génération de Schneider. C'est l'électro-technique traditionnelle et le virage numérique. Et tout ça, ça crée finalement une cohérence au niveau du management. Et moi, en tant qu'actionnaire, avant d'investir, je regarde justement que le management soit cohérent. Et par exemple, je ne vais pas mettre un entraîneur qui a 1 an d'expérience à la tête d'une équipe de foot ou de rugby ou de n'importe quoi, contrairement à quelqu'un qui a 15-20 ans dans le secteur. Et là, on a un double alignement. On a le président qui, à long terme, il connaît son entreprise et est en place depuis 15 ans, et le nouveau directeur qui est passé par l'entreprise lui-même, chez la concurrence, mais également chez l'entreprise qu'il a rachetée. Il n'y a rien, il n'y a pas meilleure personne mieux placée et mieux renseignée pour diriger cette entreprise. Le deuxième point intéressant qui est dans les rapports annuels, c'est l'alignement des intérêts. Bien dirigé, c'est positif, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aligner les intérêts, et ça, c'est un deuxième point que j'aime particulièrement quand j'analyse le management. C'est ici que la structure de rémunération de Schneider va devenir très intéressante, vous allez le voir. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de lire tous les rapports annuels. Il y a seul 24% de la rémunération des dirigeants qui est fixe. Et en fait, tout le reste dépend de leur capacité à générer des résultats. Donc il y a 24% de variables à court terme. En cash, il y a des critères comme le chiffre d'affaires, la marge, le cash flow ou encore des objectifs ESG s'ils sont remplis ou non. Et surtout, le plus important, 52% de rémunération qui est en action et qui est attribuée sur 3 ans, mais uniquement si les performances sont au rendez-vous, avec des indicateurs comme le bénéfice par action et la réduction des émissions de CO2. Et en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement en analyse un alignement d'intérêts qui est très bien pensé. Les dirigeants ne gagnent vraiment que si l'entreprise gagne et si elle le fait de manière durable. Et c'est d'autant plus positif puisque ça va créer un effet, on va dire, incitatif tout au sein de l'entreprise. Cependant, il y a quand même un petit bémol et un léger red flag. On va retourner sur Vice pour le regarder tous ensemble. On se retrouve donc sur Vice pour étudier le léger red flag que j'ai identifié. Si on va dans la partie management, on voit que déjà la part des institutionnels est très élevée. Et évidemment, aucun modèle n'est sans faille. Et en fait, ce point mérite d'être surveillé, parce que ça veut dire que les institutions publiques et l'État sont au capital. Par exemple, il y a la Caisse des dépôts. À travers justement la Caisse des dépôts, l'État français va détenir plus de 3,4% de Schneider Electric. Et en fait, un actionnaire public, ce qu'il faut comprendre, il peut parfois influer sur la stratégie pour des raisons politiques ou sociales et qui n'est pas toujours aligné avec les intérêts des actionnaires et les intérêts économiques purs. Et pour le moment, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais dans certains contextes, cela peut peser et c'est quelque chose à prendre en compte. Autre point à surveiller, on voit, c'est que le nombre d'actions en circulation sur les 5 dernières années est en forte augmentation. Une entreprise qui émet trop d'actions, en fait, va diluer ses actionnaires. Et en fait, c'est un risque qui est tout à fait classique. Et chez Schneider, c'est quand même à tempérer puisqu'on observe un certain équilibre qui est plutôt sain. Donc oui, l'entreprise possède des émissions d'actions, notamment pour ses acquisitions, mais elle mène aussi des périodes de rachat d'actions. Résultat, le nombre total de titres reste relativement stable, il augmente légèrement, mais il n'y a pas de dilution significative, il faut quand même le tempérer pour les actionnaires, donc pas vraiment de red flag. Mais c'est un indicateur qu'on suit régulièrement car ça peut rapidement évoluer, surtout dans d'autres contextes. Et donc c'est quelque chose que je vous encourage justement à surveiller pour vos prochaines analyses et également si vous comptez investir dans Schneider Electric. Le dernier point que nous allons voir ensemble maintenant est la valorisation. Est-ce que l'entreprise est correctement valorisée? Parce que même la meilleure des entreprises, mais acheter trop cher, ça peut devenir un très très mauvais investissement. Et on va commencer, donc on se retrouve, on est toujours sur Vice, et nous allons regarder les différents ratios. Commençons par son PER, donc le Price Earning Ratio. Qu'est-ce que le Price Earning Ratio? C'est tout simplement le prix de l'action divisé par le bénéfice par action. En gros, combien d'années de bénéfices vous payez aujourd'hui pour acheter l'entreprise? Et chez Schneider, on le voit, le PER est actuellement de 29,10 contre 25,66 pour la moyenne du secteur. C'est-à-dire qu'en fait, le marché paye Schneider un peu plus cher que ses pairs. Et dans le monde de l'investissement, payer plus cher, c'est souvent justifiable, à condition qu'on paye pour une croissance future ou une qualité supérieure. Mais dans le secteur industriel en général, on préfère souvent regarder un autre ratio qui est l'entreprise value sur l'EBITDA.
Pourquoi? Mais tout simplement parce que ce ratio, en fait, va prendre en compte la valeur totale de l'entreprise, donc dette comprise, et la compare à ses résultats opérationnels avant amortissement. Et c'est beaucoup plus pertinent pour juger la rentabilité réelle d'un acteur industriel, surtout quand il y a des écarts d'endettement ou d'amortissement entre les différentes entreprises. Et là encore, bah, on le voit, c'est clairement au-dessus de la moyenne, puisqu'on a un ratio pour Schneider qui est de 17,89 contre 12,31 pour l'industrie. Visuellement, on rentre dans une zone qui nous interpelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs acceptent de payer plus de 17 fois les résultats opérationnels pour posséder Schneider. Ce n'est pas forcément neutre. Ça montre qu'en fait, le marché a des attentes très élevées ou qu'il considère l'entreprise comme moins risquée que ses concurrents. Et si jamais les résultats ne suivent pas dans les années d'après, beh, ça peut poser un risque, surtout pour le cours de Schneider, puisque le marché peut être pris d'un effet de panique. Donc maintenant, il est pertinent de se demander, est-ce que Schneider est surévalué? Peut-être, mais il faut d'abord remettre les choses dans son contexte. On ne parle plus du Schneider électrique des années 2010. Attention. Aujourd'hui, le groupe, il est vraiment en train de muter. Il se contente plus de vendre du matériel électrique. Il vend aussi des solutions logicielles, de l'efficacité énergétique, de la gestion intelligente, etc., etc. Et avec le rachat d'Aveva, Schneider devient véritablement, en partie, une entreprise tech. Et dans ce secteur, des multiples plus élevés sont tout à fait la norme. Pour aller plus loin, on a développé chez Vis une méthode de valorisation unique qu'on appelle l'EVOEG. C'est une amélioration du classique PEG et qui tient compte non seulement du bénéfice par action et de la croissance future, mais aussi de l'effet de valorisation sur l'ensemble des cash flows si l'on se base uniquement sur les fondamentaux. Et même en intégrant la croissance, on le voit, le marché valorise aujourd'hui Schneider beaucoup plus cher que ce que justifieraient ces flux futurs actualisés. Donc, par exemple, on voit le prix actuel est de 218 euros, selon l'estimation de l'Evoeg, la valeur juste est à 60 euros. Attention, ce n'est pas parce que le marché et les voix disent que l'entreprise est surévaluée que cela doit freiner dans l'investissement. C'est à vous de faire vos propres choix, mais c'est quand même des métriques à prendre en compte actuellement. Nous retrouvons déjà à la fin de cette vidéo et vous l'aurez compris, Schneider Electric, ce n'est pas un nom sur une arche de marathon. Ce n'est pas seulement ça. C'est une entreprise qui a traversé les siècles en se transformant sans cesse. De la fonderie à la tech, du matériel à la donnée, de l'électricité brute à l'intelligence énergétique et artificielle, aujourd'hui, elle se positionne véritablement à la frontière entre l'industrie et le digital. Ses fondamentaux sont solides, sa croissance est modérée, elle a toujours de belles marges, mais il faut faire attention à quelques petites choses, que ce soit à l'avenir du marché, que ce soit sur la dilution d'actions, mais également sur sa valorisation. Si cette vidéo vous a éclairé, si je puis dire, pensez à vous abonner, liker, partager la vidéo et surtout, dites-moi en commentaire si selon vous, Schneider est surévalué ou justement valorisé. Vous l'avez vu, nous avons fait cette analyse assez rapidement grâce au logiciel Vis et vous trouverez en description un code surprise nommé Sébastien. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais je vous conseille d'aller le voir. Je vous dis à très vite sur Vis pour continuer à parler long terme.